Très bien, merci infiniment, monsieur le modérateur, de me rappeler, de me ramener à mes recherches d'il y a presque 40 ans, ce qui ne nous rajeunit pas du tout. Eh bien, c'est un titre compliqué, mais qui raconte des choses tout à fait ordinaires, à savoir la conception africaine d'origine du monde. Vous savez que chaque civilisation ou chaque culture commence son histoire par le récit de la création. Il en est ainsi de la Bible, il en est ainsi, n'est-ce pas, des civilisations grecques. Donc j'ai étudié les cosmogonies, c'est la source, n'est-ce pas, de toutes les choses. Et cela nous permet de comprendre nos origines biologiques, mais également l'enracinement social, culturel et politique de nos institutions. Alors, cela dit, je voudrais très rapidement donner mes impressions sur cet excellent travail de Benoît Boiteau, qui, je le pense sincèrement, vient à point nommé. Parce que ce travail vient d'abord nous rassurer, et nous rassure que l'Afrique n'est pas simplement plongée dans ce qui s'est dit depuis quelque temps, c'est-à-dire dans la dystopie. La dystopie, c'est un récit fictif qui raconte seulement des choses sombres s'agissant d'un continent. Je crois que au cours des dernières années, le continent africain a fait des progrès significatifs. Et le continent africain a montré qu'il n'est pas prêt à capituler comme certains l'ont pensé. Et je pense que ce qui se passe actuellement dans un pays comme le Mali, ou encore dans un pays comme la Centrafrique, même ici au Cameroun, montre que l'Afrique est debout. Et le disant, je pense que ce que nous observons en Afrique actuellement doit être relié à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il y a une tendance générale actuellement qui consiste à en finir avec l'héritage du colonialisme et de l'impérialisme. Alors j'ai écouté tout à l'heure l'auteur, l'auteur de l'ouvrage, qui disait que ce qui s'est passé à Berlin, c'est comme si l'Occident se partageait un gâteau. Ce n'est pas une hypothèse. Je veux vous rassurer, monsieur Boiteau, j'ai là une image, une caricature qui nous vient du petit journal, le numéro 16 de 1898, qui parle du partage de la Chine. Eh bien, la légende de cette caricature est très intéressante, je vais la lire très rapidement. Eh bien, la légende, c'est ceci. En Chine, le gâteau des rois et des empereurs. Ah oui, mais justement, il s'agissait de cela. Parce que les gens, les puissances qui, à l'époque, se partageaient l'Afrique, sont exactement les mêmes, à peut-être à une exception près, que celles qui s'étaient engagées dans ce qui s'appelait à l'époque le Break Up China, autrement dit, le dépassement de la Chine. Bon, bien sûr, la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pays comme la Chine s'est relevé très tôt se pose. Pourquoi l'Afrique donne telle impression d'être en retard? Je crois que nous n'avons pas la même histoire. Aucun peuple n'a connu l'esclavage comme l'Afrique, 5 siècles d'esclavage.
Ça, c'est la première chose. Presque 100 ans, 100 ans de colonisation. Sans oublier, n'est-ce pas, une néocolonisation. Mais je pense aussi que les progrès qui sont actuellement réalisés sont significatifs. Il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte parce que sur le plan international, nous le savons et cela a été rappelé tout à l'heure, eh bien, seuls les rapports de force prévalent. Bien sûr, nous essayons de nous ajuster actuellement. Et nous essayons actuellement de nous affirmer, comme le disait en 1906 un auteur qu'on ne cite pas beaucoup, l'un des pionniers justement du panafricanisme. Il s'appelait Sémé Saka. Eh bien, c'est un personnage extrêmement intéressant, qui est né d'ailleurs à peu près à l'époque de la conférence de Berlin, parce qu'il est né en 1881 à Natal, en Afrique du Sud. Il a donné une conférence extrêmement intéressante à Londres en 1906, et dans cette conférence, il pose, si vous voulez, les jalons. Après, bien entendu, Du Bois et quelques autres, les jalons de ce que nous appelons aujourd'hui le panafricanisme. Et il insistait sur un fait qui me semble important et sur lequel nous allons donner notre position. Il pensait que le panafricanisme devait avoir comme base, eh bien, la réalisation, ce qu'il appelait la réalisation intertribale. Et ce problème-là se pose jusqu'à maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais introduire, n'est-ce pas, un petit dialogue avec l'auteur de l'ouvrage sur une question précise. La question, c'est celle de la part sociale de l'unité africaine. Parce que cette question est éludée. Cette question n'est jamais abordée. Eh bien, quelles sont les forces sociales, les forces politiques qui vont constituer, eh bien, l'unité africaine? Eh bien, Du Bois avait répondu à cette question. Parce qu'on avait une conception quelque peu idyllique, n'est-ce pas, des rapports entre les Africains du continent et ceux de la diaspora. Eh bien, on a tendance à les embrasser en se disant « Ah, mais ce sont des frères ». Mais le problème des bases sociales se pose toujours. Parce que Du Bois a dit ceci. Il a plein d'exemples. L'exemple de Haïti. Mais je veux vous le citer. Il dit Haïti est en train de mourir sous les riches investisseurs haïtiens, avec l'argent des Américains précédés. Et que ces riches haïtiens asservissent la paysannerie. Alors comment peut-on construire, bâtir l'unité des peuples dans ces conditions-là? Et Du Bois est allé plus loin. Du Bois dit, voilà, les Noirs américains qui affluent en Afrique, ils se présentent comme des frères, comme des amis. Mais Du Bois dit, mais il faut faire attention, parce que des Noirs américains, et je le cite, essaient de gagner de l'argent avec votre labeur. Voilà ce que Du Bois disait aux Africains en 1959, dans une belle conférence, et qu'il voulait écouter, qu'il donna à l'université de Pékin. Et il disait aussi que mais certains de ces Nord-Américains peuvent être les dirigeants syndicaux. Mais ces dirigeants syndicaux-là représentent l'exploitation et non la lutte contre l'exploitation du travail par le capital. Mais alors, comment peut-on construire l'unité d'un peuple où il y a tant de contradictions? Et la contradiction fondamentale, ce n'est pas comme on le pense souvent, la contradiction entre les différentes tribus qui composent une nation. Mais la grande contradiction, c'est celle qui oppose les riches et les pauvres.
Voilà la grande contradiction. Et cette contradiction-là qu'il faut régler avant de songer à bâtir l'unité africaine. Parce que toute unité se construit à partir d'un socle, à partir d'une ou de quelques classes sociales déterminées. Et c'est ce qui s'est passé en Occident. Si on prend le cas des États-Unis, eh bien, les États-Unis sont un pays divisé, bien entendu, en classes. Maintenant, pour unifier la nation, eh bien, la nation a été unifiée, le consensus a été établi entre la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie américaine qui a établi un consensus au sommet. Et c'est la raison pour laquelle ce pays donne l'impression d'être uni. Alors, mais les Chinois, ils ont choisi une voie tout à fait différente. Eh bien, qu'est-ce que Mao a fait dans les années 1920, 1935? Eh bien, Mao a constaté que pour unifier la Chine, eh bien, il fallait partir des classes sociales bien déterminées, notamment des classes sociales qui s'étaient impliquées dans la lutte anti-impérialiste. Il constate que la Chine, à l'époque, avait 5 classes sociales principales. Il y avait, premièrement, la classe ouvrière qui, à l'époque, s'échouait à Shanghai. Il y avait la paysannerie qui avait rejoint la lutte, n'est-ce pas, contre le colonialisme. Et il y avait la bourgeoisie nationale. Et il y avait la classe des propriétaires fonciers. Et enfin, il y avait la classe qu'on appelle les compradors, la bourgeoisie comprador. Alors, Mao Zedong dit ceci. Eh bien, nous allons construire un front uni national sur la base des classes sociales qui s'étaient engagées dans la lutte anti-impérialiste. Donc, la classe ouvrière, la paysannerie, et puis la dernière classe, c'est la bourgeoisie nationale. Maintenant, les deux autres classes, c'est-à-dire la bourgeoisie comprador et les propriétaires fonciers, on les exclut de la nation, dans la mesure où Chiang Kai-shek, lui aussi, avait exclu les classes qui luttaient contre l'impérialisme. Il devait exclure de la nation. Et cela fait donc que l'unité de la Chine, aujourd'hui, repose sur 3 classes sociales qui s'étaient engagées dans la lutte anti-impérialiste. C'est donc la raison pour laquelle on dit que ce pays s'est construit sur la base d'un front uni patriotique. Alors, mais s'agissant de l'Afrique, nous avons à régler ce problème, non seulement à l'intérieur des nations, mais également au niveau panafricain. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose concerne la construction de l'unité africaine, mais à partir d'une base matérielle. Parce que la base matérielle n'a pas souvent été prise en compte lorsque nous parlons de l'unité africaine. Parce que Nkrumah avait observé que nous avions 3 grands défis à relever. Le défi, n'est-ce pas, du colonialisme et de l'impérialisme. Le défi de la désunion, donc de la discorde. Mais enfin, le défi de la faiblesse du développement des forces productives. Et c'est donc la raison pour laquelle Nkrumah lui-même, il disait que l'industrialisation est une composante essentielle du nationalisme africain. Voilà ce que Nkrumah disait. Et je suis très heureux de constater que l'Union africaine a pris ce dossier-là à bras le corps, notamment à travers l'agenda 2063. Bien sûr, il y a des insuffisances dans cet agenda, mais je crois que l'essentiel y est sorti. Parce que dans cet agenda prévoit que, à l'horizon 2063, et je cite, il y aura un réseau ferré panafricain à grande vitesse. Et ce réseau reliera toutes les principales villes
et ou capitale du continent, avec des routes adjacentes et des pipelines pour le gaz, le pétrole et l'eau. À cela, il faut ajouter, bien sûr, les ports, les aéroports, les câbles pour des DIC. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur un point. Le point qui concerne, par exemple, le rail. Je parle souvent d'un exemple simple. Pour balkaniser le continent africain, il a fallu que, bien sûr, on trace des routes. Ça, c'était vrai. Mais on a fait des chemins de fer. On a construit le chemin de fer. Mais est-ce que vous savez que les chemins de fer que l'on observe ont un enjeu stratégique important? Et j'insiste là-dessus pour dire que la décision que l'Union africaine prend dans le cadre de l'agenda 2063, en insistant sur les trains à grande vitesse, est une grande révolution. Parce que le rail a des enjeux stratégiques importants. Pourquoi? Parce que dans les années 75-77, il y avait un Français, un auteur, un écrivain, qui avait rédigé un article que vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, dans le net, qui s'appelait M. Fongala. Eh bien, M. Fongala se pose la question pourquoi est-ce que la France, par exemple, est harcelée. Parce que quand la France vient construire des chemins de fer en Afrique, eh bien, les Africains demandent des chemins de fer capables de porter des trains à grande vitesse. Et Fongala dit non, l'Afrique n'a pas besoin de ce type de chemin de fer là. Parce que ce qu'il faut à l'Afrique, eh bien, c'est le genre de train que le chemin de fer que nous avons ici. Alors, vous avez de Douala à Yaoundé, je ne sais pas combien d'heures on fait maintenant. Or, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été au Congo, Kinshasa, il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans. Eh bien, j'étais étonné de constater que ces enjeux, n'est-ce pas, du rail, se posaient là-bas de façon terrible. Pourquoi? Vous ne pouvez pas traverser le Congo, le territoire congolais, à bord d'un seul train. C'est pas possible. Parce qu'on y a introduit, eh bien, 3 types de rail. Eh bien, il y a, parce que l'écartement, je crois qu'il y a l'écartement d'un mètre, un peu comme chez nous ici, nous avons des trains à un écartement d'un mètre, donc tout petit comme ça. Il y en a, il y a l'écartement, je crois, 0,66, 67, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, en Congo, il y a 3 types de rails. Mais c'est justement pour empêcher l'interconnexion entre les différentes régions. Et de la même façon, vous aurez dans chaque pays un rail. Je crois que le Gabon, on doit avoir 3 trains, nous on est à 1. Donc vous ne pouvez pas emprunter un seul train pour arriver au Gabon. C'est impossible. C'était justement pour balkaniser le continent et empêcher la circulation des individus. Ben, on a fait cela en Europe à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de rails là-bas, dans certains pays, mais pour des raisons militaires simplement, pour qu'un seul train ne puisse pas partir, par exemple, de Paris jusqu'à Berlin, on l'a fait. Maintenant que la paix est revenue, eh bien, c'est le rail standard. Eh bien, c'est ce rail standard-là que l'Union africaine a demandé. Et je crois que là, il faut saluer cette décision-là. Alors, s'agissant toujours de l'agenda 2063, je vous cite rapidement les éléments qui s'y trouvent. Il y a par exemple la construction de 9 autoroutes transafricaines avec 40 corridors clés. On prévoit 19 ports, le port de est déjà là, c'est une bonne chose, 53 aéroports, 12 000 km de routes qui vont s'ajouter aux 17 200 km existants. Alors, donc, quelque chose, des efforts sont faits de ce point de vue. Et il est intéressant de noter qu'un partenaire stratégique particulièrement fiable a été désigné, eh bien, c'est la Chine. La
Chine, de l'Union africaine, a désigné la Chine comme partenaire stratégique pour la réalisation de tous ces projets. Et cela est très intéressant parce que l'Union africaine, avec le FOCAC, on dit à un moment donné que, eh bien, l'Afrique, le continent africain, eh bien, c'est l'aboutissement normal, n'est-ce pas, des routes de la soie. Et c'est donc la fréquence des routes de la soie se sont intégrées dans le programme de l'Union africaine, dans le programme de l'agenda 2063. Et c'est aussi une façon, n'est-ce pas, de renouer avec les idéaux de Bandung, dans la mesure où, comme le disait Samir Amin également, eh bien, il y a complémentarité entre l'Union l'unité africaine et la solidarité afro-asiatique. Et c'est la raison pour laquelle, M. Poitot, si j'avais eu à choisir le titre de ce livre, eh bien, moi j'aurais donné un autre titre, Bandung 2. Voilà, en référence à Bandung 1, parce que Bandung 1 a posé les jalons de l'unité, du continent africain et de l'Asie. Bon, mais Bandung 2, eh bien, va plus loin, parce qu'il envisage la reconstruction d'un grand fonds du Sud, donc capable de soutenir les initiatives indépendantes des peuples africains et des peuples d'Asie, comme le voulait d'ailleurs Samir Amin. Alors, je voudrais terminer ma conférence, mes observations, par une note sur les obstacles actuels. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles actuels s'agissant de la mise en œuvre de l'unité africaine. Eh bien, le premier obstacle, eh bien, est interne. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec le professeur Efouah lorsqu'il dit qu'il y a des problèmes à l'intérieur du continent. Il faut régler ces problèmes. Alors, le principal obstacle est posé par ce que nous appelons la bourgeoisie compradable. Cette bourgeoisie qui est représentée dans ce papier-ci par deux personnalités. Eh bien, il y a notre cher ami et collègue Achille Mbembe, et puis qui a dit beaucoup de choses sur le panafricanisme. Parce que Achille Mbembe, et j'ai son livre ici, dit quelque chose d'extrêmement grave. Dans ce livre critique de raison nette, à la page 138, alors Achille Mbembe considère que ce que nous faisons ici, c'est-à-dire le panafricanisme, eh bien, pour lequel nous militons, eh bien, il dit que le panafricanisme s'est construit sur un paradigme raciste, dont le 19e siècle européen constitue le moment de triomphe. Vous savez que Achille Mbembe n'a jamais été favorable au panafricanisme. Il propose une alternative. Eh bien, l'alternative, c'est l'afro-britannisme. Une autre façon de parler de l'Afrique. Voilà la perspective, n'est-ce pas, d'Achille Mbembe et de quelques autres auteurs. Et en cela, Achille Mbembe est en accord avec la proposition africaine, n'est-ce pas, du président Emmanuel Macron, eh bien, qui a introduit, qui a renouvelé le concept de Mare Nostrum. Mare Nostrum, eh bien, c'est la Méditerranée. Et Macron disait il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 ans, nous sommes les enfants de la Méditerranée. Mare Nostrum, c'est le foyer de notre civilisation. Le cordon ombilical entre l'Afrique et l'Europe, là où se croisent les destins des deux rives de la Méditerranée. Or, nous savons que Mare Nostrum était le nom d'orgueil que les Romains avaient donné à la Méditerranée après la conquête et la soumission des territoires adjacents.
Et dans les années 20, eh bien, Mussolini, le budget, eh bien, pensait qu'à partir de ce concept de marée nocturne, eh bien, il fallait bâtir une nouvelle démocratie. Mais nous autres, nous ne sommes pas des peuples de la mer, nous sommes des empires terrestres. Donc, nous n'avons rien à voir avec la thalassocratie, nous n'avons rien à voir avec la Méditerranée. Alors, il y a un autre auteur qui s'appelle Serafin Mundunga. Eh bien, Serafin Mundunga a écrit un livre qui est proprement dit avec beaucoup d'attention. Il est intitulé Union européenne, Afrique, Chine, jeux et enjeux. Et dans ce livre-là, Mundunga accuse l'Union africaine et le FOCA d'œuvrer contre le principe de l'unification de l'Afrique par les valeurs démocratiques et les libérales. Mais observez que l'Union africaine et les États africains ont décidé d'unifier le continent par la construction des infrastructures. Et l'Afrique est engagée dans cette voie. Maintenant, le cher Mundunga lui dit que ce n'est pas la bonne voie. L'approche qu'il propose, c'est que l'Afrique va s'unir à partir des valeurs démocratiques. Et n'importe quelle valeur démocratique, mais les valeurs démocratiques qui ont été proposées dans le cadre des accords de partenariat pour les accords de partenariat Europe-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela va dans le sens de ce qui a été pris ces derniers temps comme décision, et décision importante. Et nous devons faire attention à ces décisions-là, parce que ces décisions-là, qui ont été prises par les États-Unis et par l'Union européenne, vont directement à l'encontre du projet panafricaniste, du projet panafricain pour lequel nous autres nous militons. Eh bien, le dernier projet, c'est la dernière initiative, s'appelle Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement en anglais, Partnership for Global Infrastructure. Eh bien, c'est une initiative qui a été prise lors du dernier sommet du G7. Mais en fait, cette initiative n'est pas aussi nouvelle que cela, parce qu'elle reprend en réalité d'autres initiatives, notamment le Build Back Better World, où on résume, n'est-ce pas, cette chose. On résume, n'est-ce pas, cela par un sigle B3W, Build Back Better World. Eh bien, c'est une initiative qui a été lancée par les États-Unis il y a un an et demi ou 2 ans. Maintenant, l'autre initiative, eh bien, c'est le Global Gateway. C'est l'initiative qui a été lancée par l'Union européenne, avec les fonds appropriés, donc vous l'avez appris tout récemment. Maintenant, le problème avec ces initiatives, c'est que si nous prenons par exemple le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement et le Build Back Better World, eh bien, il faut faire attention aux personnalités qui ont la charge de gérer ces initiatives. Je note par exemple que pour les initiatives américaines, eh bien, un personnage du bureau personnel a été nommé qui s'appelle Scott Nathan. Qui est Scott Nathan? Eh bien, c'est un monsieur qui a longtemps travaillé dans un fonds spéculatif américain. Je crois que c'est le 3e fonds spéculatif aux États-Unis. C'est à lui qu'on a confié la responsabilité de gérer ces projets qui nous concernent. Or, justement, le fonds spéculatif en question a été accusé il y a 1 an ou 2 ans, de s'enrichir sur la dette
d'un certain nombre de pays, un certain nombre de pays, latino-américains et même africains. Donc cela pose problème. La deuxième remarque que je voudrais faire à ce niveau, eh bien, c'est que ces initiatives de l'Union européenne, eh bien, ont pour arrière-plan, n'est-ce pas, la promotion du néolibéralisme. Or, cette promotion du néolibéralisme pose problème. Vous avez certainement appris que tout récemment, au Sri Lanka, il y a eu des problèmes extrêmement graves. Mais c'est justement, n'est-ce pas, à cause de l'application de ces plans que le Sri Lanka s'est retrouvé dans des problèmes extrêmement graves. Alors, l'autre remarque que je peux faire, s'agissant de ces initiatives qui veulent supplanter, n'est-ce pas, le projet panafricaniste, eh bien, c'est que le système néolibéral a un fondement qu'il ne faut jamais négliger. La perspective, n'est-ce pas, du néolibéralisme s'agissant des États, s'agissant des nations, ce n'est pas d'unifier, n'est-ce pas, les nations, ce n'est pas d'unifier les continents. Parce qu'au fond du néolibéralisme, il y a le fédéralisme et la communautarisation des sociétés. Donc nous devons faire attention. Mais je constate quand même que les pays africains sont pas seulement les pays africains, la plupart des pays dans le monde sont très réticents s'agissant de l'intégration dans ces initiatives. Beaucoup de pays, n'est-ce pas, ne veulent pas s'engager. Ils préfèrent rester pas, dans les cadres traditionnels qui sont les nôtres. Bon, la dernière observation que je voulais faire, c'est pas qu'il faut signaler. Eh bien, c'est l'obstacle des guerres hybrides. Alors, vous constatez que partout en Afrique, depuis quelque temps, eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de guerres. Eh bien, mais lorsqu'on observe attentivement, nous allons nous rendre compte que ces guerres n'ont pas une origine interne. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais peut-être nuancer un peu la proposition du professeur Mouzo, lorsqu'il dit que nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Mais le Mali est responsable de quoi au juste. Nous-mêmes au Cameroun, s'agissant de Boko Haram, nous sommes responsables de quoi. Il a fallu que l'OTAN vienne démolir, n'est-ce pas, un État qui était stable et qui servait en quelque sorte de bouclier, eh bien, pour que les djihadistes qui sont financés par qui, vous savez, ce n'est pas un secret, tout le monde sait qui finance, n'est-ce pas, le mouvement djihadiste à travers le monde. Je n'invente rien, n'est-ce pas, en disant que Al-Qaïda a été financé par des puissances occidentales. Et nous savons pourquoi cette puissance finance Al-Qaïda et pourquoi cette finance aussi Boko Haram. Donc nous avons là un problème, un défi majeur à relever. C'est le défi des guerres hybrides. Il faut prendre, n'est-ce pas, ces guerres hybrides-là, le professeur. Je crois que nous sommes là au cœur de la problématique. Pour nous suppose qu'à un moment donné, on nous a imposé ces guerres hybrides, eh bien la réponse est simple. C'est pour démanteler les États, parce que plus les États sont faibles, eh bien mieux, n'est-ce pas, on peut les dominer. Et surtout, il faut donner une configuration confessionnelle ou ethnique, n'est-ce pas, aux différentes communautés. Alors, j'ai écouté, je crois que c'était une vidéo hier, eh bien, nos amis qui se disent amazoniens, eh bien, utilisent une terminologie qui est quand même terrible. Ils parlaient du British Cameroun. Vous imaginez ça? As a fellow Amazonian British. Alors, on s'est dit, on rêve. Mais, bon, eh bien, nous avons là la même problématique. Donc, je termine en disant que ce livre, je l'ai personnellement apprécié. Bien sûr, il ne nous apporte pas des éléments nouveaux. C'est des éléments que nous avons déjà. Mais le fait que ces éléments-là soient rassemblés
dans un seul ouvrage, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue pédagogique. Parce que là maintenant, au lieu d'aller chercher, de fouiller dans je ne sais pas combien, dans diverses bibliothèques, eh bien vous avez concentré dans un seul manuel, moi je considère ceci comme un manuel, eh bien des éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir une vue d'ensemble sur les tentatives d'unification du continent africain depuis les années 1900 jusqu'à nos jours. Et donc le travail qu'avait c'est un travail précieux, c'est un travail intéressant qui doit inspirer la jeune génération. Je vous remercie.